Après la guerre éclair de mai 1940, les Allemands arrivent dans le Boulonnais afin de préparer leur invasion de la Grande-Bretagne, qui sera un échec. Le célèbre contre-torpilleur français, le Chacal, qui défendit Boulogne et permit à nombre de soldats anglais d'échapper aux Allemands, fut coulé au large d'Ambleteuse le 24 mai 1940 et servit longtemps de cible d'entraînement aux Allemands. Un de ces canons qui a échappé aux ferrailleurs est maintenant exposé au fort de la Crèche à Wimereux. Au début de la guerre, il fut décidé d'établir dans le port de Boulogne une base de la Kriegsmarine pour vedette d'attaque rapide des torpilleurs Schnellboot. Cette base fut installée à proximité du bassin Loubet, tout près de l'emplacement de la statue Britannia qui commémorait l'alliance avec l'Angleterre et qui fut détruite par les Allemands aussitôt après leur arrivée sur Boulogne. Mais cette base de la Kriegsmarine se trouvait très exposée aux raids aériens de la Royal Air Force et débuta alors la construction de bunkers pour les différentes installations. À l'été 1941, les deux bunkers abritant les navires et le torpédo-bunker pour la préparation et le stockage des différentes torpilles et mines étaient opérationnels. Il y a eu à Boulogne plusieurs types de vedettes rapides pour le mouillage des mines, le largage de grenades sous-marines et bien sûr des Schnellboot lance-torpilles. Il existe de nombreux modèles de vedettes rapides construites à partir des années 30, puis surtout à partir de 1935, lorsque la Reichsmarine, la marine d'Empire, est devenue la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande.
Les Schnellboote avaient des tubes lance-torpilles à bâbord et à tribord. Les torpilles standards avaient un diamètre de 53 cm et une longueur de plus de 7 mètres. À l'origine, elles étaient propulsées par air comprimé, puis comme elles laissaient une trace de bulles d'air facilement repérable, elles ont ensuite été propulsées par un moteur électrique. Les clapets de fermeture des tubes lance-torpilles permettaient une ouverture horizontale ou verticale selon les modèles. La base marine de Boulogne fut conçue avec un espace pour recevoir 12 Schnellboot, 2 par alvéole. Derrière la base de vedettes rapides, il y avait un bunker à munitions pour le stockage des torpilles, des mines et des grenades sous-marines. Ce bunker avait des rampes d'accès à la voie ferrée par les deux côtés et une petite piste le reliait au bunker principal. Les toitures avaient une épaisseur de 2 mètres, ce qui, au début de la guerre, était suffisant pour protéger les bateaux contre la plupart des bombes britanniques. Cependant, à mesure de l'avancée de la guerre, les bombes devinrent plus grosses et plus destructrices. Le 8 juin 1944, la Royal Air Force largua pour la première fois une bombe Tallboy de plus de 5 tonnes, et une semaine plus tard, le 15 juin 1944, ce fut au tour du port de Boulogne de recevoir ce type de bombe. Près de 300 bombardiers ont participé à cette attaque, et 10 bombes Tallboy furent larguées sur Boulogne. Ce terrible bombardement détruisit toute la basse ville de Boulogne et fit 150 morts et 250 blessés dans la population. Cette attaque détruisit une grande partie de la base de Schnellboot et rendit le port de Boulogne inutilisable. Les ports qui s'ouvraient hier vers le large ressemblent aujourd'hui à de gigantesques navires échoués sur les côtes. Ici, c'est Boulogne, 400 fois bombardée, hangars démolis, grues renversées, quais inutiles, rues désertes, partout des ruines. En septembre 1944, c'est la libération de Boulogne par les Canadiens. Ce qu'il reste de l'intérieur de la base des Schnellboot est alors exploré. Le 22 septembre 1944, les Royal Engineers dynamitèrent le reste de la base de Schnellboot afin qu'elle ne soit pas utilisée par l'ennemi en cas de retournement de situation. Après-guerre, la ville de Boulogne s'est reconstruite lentement.
À Boulogne de nos jours, seul subsiste le torpédo-bunker. C'est grâce à une autorisation exceptionnelle des autorités que nous avons pu visiter le dernier bunker de Boulogne, encore intact. Il mesure 44 mètres de long sur 33 mètres de large, avec une hauteur de 9 mètres. Le torpédo-bunker est actuellement séparé en deux parties distinctes. Commençons par la partie ouest, qui abrite l'association des jeunes marins du Boulonnais. Tu vois, Jean-Pierre, la marouette, elle est là. La mouette, elle est là. Donc, le tableau arrière, il a complètement pété. La quille, il est là, elle est complètement fluide. Ça, c'est le fameux canon que Victor me dit non, on peut pas les débarquer.
nous dire son vrai nom, son vrai prénom, il veut pas nous dire dans quelle soirée il est. Nous, on l'a rencontré, c'est grâce à. Il est. On a une photo là, je dis, j'ai regardé, je sais pas. Non, mais il est. C'est beau lorsque. C'est un endroit, mais c'est PIB qui pose. Là, c'est pour l'avancer, la reculer comme ça. Ah. Et lui, c'est pour monter et descendre celui-là. Ça, c'est une bonne idée. Pour les humains, il faut que ça vaille. En tout cas, je vais remonter un rapport et je vais. Oui, voilà. Ouais, et puis le système de pluie, etc., il est juste ici avec les chaînes. Il est accroché. Ouais, comme ça, oui. Ouais. On dirait qu'il Toujours à travailler. Toujours, on n'arrête pas. C'est ça quoi. Toujours fonctionner. On va le mettre au milieu peut-être plutôt. Et qu'il n'y a pas de sac. D'accord. C'est énorme. Devant les caméras. Hop, coucou. Accroché, moi je pensais qu'il y avait des tournages, mais non. Alors, ça peut disparaître comme ça. Bizarre. On va la pousser dans le fond. Oui, il faut. Il y a plusieurs de ce côté-là. Du coup, je suis con, je vais même pas prendre photo. Le ballon. Vas-y. Et voilà, il est rangé.
Il manque la porte coulissante. Là-haut, il y a encore un truc. On peut appeler ça comment une femme, ouais, c'est tout pour une Betty Boop. Alors là, voilà l'une des premières petites fresques, on va dire. Si t'enlèves celui-là, bien pour voir. Non, ça les voit moins, ouais. On les voit pas. Non. Un petit Ah peu. si, voilà. Voilà, l'une des premières dames. Une jolie femme qui est en train de remettre son bas. Les petites inscriptions dans calcul. Et là, la même dame allongée sur son divan. Une belle petite fresque, bien conservée encore, fait au crayon de bois. Très beau. Ils sont petites, mais ils sont belles. Ouais, bien dessiné. Oui. Les torpilles, c'est bon. Si c'est le cas, je suis sûr. Il n'y a pas à l'intérieur, tu vois. Là, c'est avant. Des petites femmes avec des talons. Ouais, lui aussi.
on se galère avec ça en fait, avec nos lampes. Et là, il y a des lumières. Hein. Il est où l'interrupteur? Ça serait mieux, ils ont mis 3 lampes. Et il y en a un LED en plus. Ça va bien éclairer. Il est où le bouton? Ok, vous mettez l'interrupteur. Ils vont carrément mettre plus loin. On va voir, ouais. Non. Tu les arrêtes. Mais non. Sortons maintenant du torpedo bunker pour en faire le tour et bien mesurer l'envergure de ce bâtiment.
Jusqu'aux années 90, il y avait encore la structure de la porte blindée originelle à droite. Elle a depuis été ferraillée. On voit encore des rails longeant ce côté du bunker et qui servaient pour acheminer les munitions vers la base de Schnellboot. Le côté nord-est est recouvert d'une structure métallique, réalisée dans les années 90 afin de masquer le bunker pour les touristes découvrant le centre de la mer Nausicaa, juste en face. Au début des années 2000, cette structure a été peinte avec des dessins figurant la structure des APO, les aciéries Paris-Outreau, renommées Comilog, et fermée en 2003. Sur le côté sud-est, on peut voir le quai de chargement et les reliques des structures des portes blindées originelles. C'est où que ça a perforé là? Ah, toi ici, avec un petit système, ça, une sacrée porte quand même. Hein? Une sacrée porte quand même. Et on a un renvoi d'angle. Voilà. On peut la commander de dedans ou du bout. Et après derrière il y a un habillage. Il y a un habillage en bois pour l'été. C'est le bois qui fait le contact. Ouais, alors l'impact il est coupé mais. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont bidouillé là. Ouais. Ah, c'est clair. On peut y voir des éclats dans le béton qui sont dus à la rouille des structures métalliques internes. On voit sur la porte de gauche un impact d'obus qui a transpercé la poutrelle métallique et qui a pénétré dans le béton. L'impact il a dû partir de l'autre par là. En plus, c'est un perforant celui-là. Il est bien rentré, hein. Ouais. J'avais jamais fait attention, tu vois, je suis passé plusieurs fois là, mais. Peut-être un 20 mm. Oh, on le voit bien. Ouais. On dirait presque un impact de pack, un anti-char. Parce qu'il il a percé le rail d'abord, 2 fois. Hein. Le rail 2 fois plus Deux le fois mur plus assez le mur profond. derrière. Ouais, hein. Puis il y a un gros morceau de béton qui est tombé quand même. Ouais, il a fait éclater le béton. Ouais, j'avais jamais fait attention à ce détail là. Door de rail en heel beton. Ah ouais. Klaar. Ce matin, Ah, j'avais fait gaffe. Là, des fois, les petits détails en revenant plusieurs fois avec plusieurs personnes, bah, c'est là qu'on voit. premier jeu.
aller voir si le gars il est là. Sur le côté sud-ouest, il est encore possible de voir des traces d'impact d'explosion. Les orifices des prises d'air extérieures pour la ventilation du bunker et le tube de sortie d'antenne. Entre 1930 et 1945, un total de 272 Schnellboot a été mis en construction. 236 vedettes rapides, numérotées S1 à S709, sont effectivement sorties des chantiers navals allemands. Avant la guerre, 33 S-bots avaient été construits. En 1939, 8 ont été construits. En 1940, 15 ont été construits et 6 ont été perdus ou détruits. En 1941, 30 ont été construits et 3 ont été perdus ou détruits. En 1942, 34 ont été construits, 5 ont été perdus ou détruits. En 1943, 38 S-bots ont été construits et 21 ont été perdus ou détruits. En 1944, 64 ont été construits et 69 ont été perdus ou détruits. En 1945, 14 ont été construits et 25 ont été perdus ou détruits. Au total, 129 vedettes rapides ont été coulées, détruites ou perdues, soit un bilan de perte de 55%. 107 échappèrent donc à la destruction et ont été répartis au sein des Alliés après la libération. 12 ont été livrés à l'Espagne, les 6 vedettes S1 à S6, commandées avant le début de la guerre, puis les 6 vedettes suivantes, la S73, la S78, la S124, la S125, la S126 et la S134. Ces vedettes rapides ont été dénommées LT21 à LT26. La Grande-Bretagne s'est attribué 31 Schnellboot. 3 ont été donnés à la marine danoise, le S115, S196 et S207. 2 ont été attribués à la Bundesmarine, la marine allemande d'après-guerre, le S130, devenu UW10, et le S208, devenu UW11. Par ailleurs, la marine allemande a reçu directement la vedette S116, donnée au chantier Lürsen. Ces 3 Schnellboot ont été désarmés et ont servi comme vedette d'entraînement et d'exercice jusqu'en 1968 pour la S130. Les États-Unis ont récupéré 32 vedettes allemandes, 5 qu'ils ont gardées, une donnée aux Pays-Bas, 14 données à la marine norvégienne et 12 à la marine danoise. Parmi celles-ci, le S-107, qui avait secouru au large des côtes boulonnaises les survivants des naufrages le 13 mai 1942, des torpilleurs Iltis et Sea Adler, qui ont fait 118 morts. Donné par les USA en 1947, le S-107 est devenu la vedette Griben, active jusqu'en 1960. La marine danoise a ainsi récupéré 15 vedettes.
12 provenant de l'attribution des USA et 3 de la Grande-Bretagne. Enfin, les Soviétiques ont revendiqué 30 vedettes. Une a été détruite de suite, et les 29 autres ont été rebaptisées TK-1002 à TK-1030, dont le S-109, rebaptisé TK-1012. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul Schnellboot opérationnel. C'est le S-130 qui a été restauré à partir de 2004. Ici, on fait une usine avec un partenariat. Il y a eu beaucoup de place pour. Des frites, là-bas, des frites. Ah, mais oui, ah ouais, des frites, des boules. Une bonne bière. Ah, ben voilà.